Bonjour, donc cette vidéo est un complément, est une troisième ou quatrième vidéo exactement, qui porte sur le cours de méthodologie destiné aux étudiants de Master 2 FCI et Marketing Industriel. Cette séance va porter sur ce qu'on appelle la méthode des cas, comme méthode d'analyse et de construction d'un mémoire de master ou d'une thèse. La méthode des cas est une méthode différente de ce qu'on appelle la méthode clinique ou la méthode de la grounded theory, qui sont deux méthodes qui se rapprochent mais qui sont différentes, et qui est excessivement utilisée aussi bien en master qu'en doctorat. La preuve, c'est que pas mal de thèses et de masters en magistère, par exemple, les mémoires de magistère qui étaient réalisés dans le temps, et des actuels futurs de mémoire portent sur des études de cas ou du moyen intitulé une problématique qui est énoncée en s'appuyant sur un cas ou des cas d'études sur le terrain permettant d'affirmer ou de confirmer la thèse énoncée s'il y a une thèse, sinon de construire une thèse à partir de données du terrain. Donc, d'une manière générale, on peut dire l'étude de cas est définie d'une façon générale comme une approche méthodologique qui vise systématiquement la collecte suffisante d'informations sur une personne, un événement, une organisation, afin de permettre aux chercheurs, ou du moins à l'étudiant qui fait un master, qui fait un mémoire de master, de comprendre comment celui-ci ou celle-ci fonctionne et se comporte en situation réelle. Donc l'étude de cas, ma foi, est aujourd'hui largement reconnue en sciences de gestion et aussi en sciences économiques, puisque des thèses en sciences économiques s'appuient sur des études de cas, sur des cas, donc particulièrement compte tenu de la particularité de l'économie, de la particularité de l'entité étudiée, et de la particularité éventuellement contextuelle de la question. Donc, c'est une méthodologie largement utilisée en sciences de gestion et sciences économiques et la stratégie de recherche en gestion. La reconnaissance de l'étude de cas pose, ma foi, un problème principalement ce qu'on appelle la validité interne des résultats. Et à contrario, au contraire, donc les critiques persistent quant à sa validité externe, c'est-à-dire à la possibilité de généralisation des résultats à partir d'un cas ou des cas. Donc, la validité interne tient dans le fait qu'il y a une cohérence interne dans le cas étudié, et donc on s'appuie sur la cohérence interne de ces éléments, mais aussi il y a une exigence, le problème c'est la validation externe du résultat, c'est-à-dire sa capacité de généraliser. Et par ailleurs, si vous voulez, il y a des faiblesses qui sont signalées quant à la rigueur scientifique de l'analyse, le temps qui est imparti dans l'étude de cas, les quantités d'informations levées et la question de transférabilité des résultats associés à sa validité externe, c'est-à-dire la question de généralisation des résultats. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Koenig, qui a écrit un papier, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Étude des cas, évaluation des programmes, une perspective campbellienne, qui signale, ou qui montre que l'étude de cas peut être utilisée à la fois pour construire de nouvelles théories, mais aussi dans une logique de réfutation, en partant du principe que toute expérience qui permet de réfuter un énoncé universel revêt une importance, et donc à une portée qui correspond à une
qui pose la question d'universalité de la question énoncée. Et la méthode des cas n'est pas uniquement une technique de collecte de données en soi, d'accord? C'est une approche qui s'accommode d'un certain nombre de dispositifs de collecte de données. Les informations collectées sont en général riches et détaillées. Et donc la méthode de cas devient un design de recherche le plus souvent un design de recherche le plus souvent de nature qualitative. Donc fondamentalement, la méthode des cas est qualitative parce qu'on s'intéresse à un ou des cas et à la particularité de ces cas, même si il y a une dimension quantitative parce qu'on peut à partir de cas construire des données de quantité importante. Et donc il s'intéresse à des phénomènes en situation réelle et non alors, la situation réelle est non contrôlée. Donc, le fait que vous ne pouvez pas contrôler les éléments de la situation, c'est-à-dire manipuler les données de la réalité, fait que cette situation diffère complètement de la méthode clinique où le chercheur ou les chercheurs ont un contrôle sur l'environnement et les variables structurantes. Donc c'est totalement différent. La différence tient de la possibilité d'intervenir sur le cas par rapport à la méthode clinique qui est une méthode où on peut intervenir effectivement sur la situation et qui nous amène à des positions, à une situation que l'on a dans les sciences exactes où vous avez une expérience, où vous manipulez les éléments de l'expérience. Et donc qui s'inscrit dans une logique, une logique positiviste de type kantienne, d'Auguste Comte. On a le type d'exemple, par exemple, par rapport à cette analyse clinique. On le retrouve dans l'enquête qui a été menée par Elton Mayo, que les gestionnaires connaissent, et qui porte sur les enquêtes qu'il a menées à la Western Electric de Cicero, de ce qu'on appelle la Hawthorne Works. Et donc l'enquête que Elton Mayo a menée dans l'usine de la Western Electric, dans une unité près de Chicago. Et la méthode est un peu différente de la méthode de la méthode des cas, dans la mesure où l'enquêteur met en situation des ouvrières et des ouvriers en situation de travail, mais il intervient sur à la fois les conditions de travail, c'est-à-dire l'organisation du travail, mais aussi les conditions dans lesquelles les ouvrières ou les ouvriers travaillent. Donc il intervient par exemple, sur l'opération qui consiste à donner des pauses ou non, et voir quel est l'impact lorsque vous donnez une pause de travail aux ouvrières ou aux ouvriers, quelles les conséquences sur leur efficacité. Mais elle intervient également sur l'environnement du travail, par exemple en faisant varier le degré d'éclairage des ateliers, etc., et de mesurer leur impact sur les conditions de travail, sur l'efficacité du travail, donc la productivité de travail. Donc là, on est dans une position clinique dans la mesure où l'observateur ou le chercheur met en situation du personnel, comme on le fait dans un laboratoire, on voit des produits, des machines, etc. Et on fait des expériences en chimie ou en physique, et pour en tirer des conséquences à partir d'une expérimentation dont on a la possibilité de manipuler les éléments. On fait exactement, on s'inspire de cette situation des sciences exactes pour les faits sociaux, et donc en observant la situation de travail des ouvrières ou des ouvriers dans un atelier de fabrication, on intervient sur l'organisation du travail, la structuration du travail par exemple, donc la division du travail, en partant du modèle par exemple du type taylorien ou non taylorien, mais aussi en faisant varier les conditions de travail,
à la fois, par exemple, ici, ils font varier, ils donnent des pauses ou non aux salariés, on fait varier l'éclairage de l'atelier en le faisant plus fort, moins fort, etc. Et on regarde ses conséquences, effectivement, sur la productivité du travail, l'efficacité de l'entreprise et l'efficacité du travail. La situation, en situation de méthode de cas, vous êtes observateur extérieur ou observateur, immergé, mais en gardant votre neutralité, mais également vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur ces conditions de travail, sur les conditions, sur la situation observée. Vous ne faites qu'observer une situation qui s'impose à vous, et partant de là, vous essayez d'en tirer les conclusions. Alors, le problème qui se pose, déjà, première question qui va se poser, c'est qu'on a des méthodes de cas, c'est-à-dire qu'on observe un cas, et de ce fait, à partir d'une question qui a été élaborée pour un sujet particulier, on essaie d'illustrer cette situation, ou du moins on essaie de construire un dispositif théorique à partir d'un cas qui est observé. Maintenant, ce cas-là est observé à partir de variables différentes, qui peuvent être multiples, qui peuvent être quantitatives et qui peuvent être aussi qualitatives. Maintenant, il y a aussi des mémoires où vous vous retrouvez où le candidat se propose d'étudier des cas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une situation, mais des situations multiples. Alors, qui peuvent être différentes, sectoriellement, qui peuvent être différentes de par leur taille, qui peuvent être différentes de par leur environnement. Et tout ça, c'est des cas observés qui permettent de construire, dans une logique inductive, d'arriver à tirer des conclusions théoriques relatives à un phénomène observé théoriquement. Donc la méthode des cas n'est pas uniquement technique de collecte de données, mais une approche qui s'accommode d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de dispositifs de collecte de données. Les informations collectées sont en général riches et détaillées. Donc la méthode des cas, comme je disais tout à l'heure, est un design de recherche, le plus souvent de nature qualitative, et qui s'intéresse à des situations qui ne sont pas contrôlées. Et donc il diffère concrètement, comme je viens de le dire, par exemple, de la méthode clinique, qui est aussi une méthode qui n'est pas loin de la méthode des cas, mais cette particularité, comme je l'ai signalé dans l'exemple de Delton Mayo et de l'usine de Western Electric, qui est une méthode particulière parce qu'il y a des possibilités de manipuler les données et de construire en fin de compte une situation pour tirer des conclusions à l'image de ce qu'on fait dans les sciences exactes et dans le laboratoire. Donc la méthode des cas, selon par exemple deux auteurs importants, Yin, qui est un auteur de référence important et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Case Study Research Design and Methods dans Sage Publications à London. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude de la recherche avec méthode des cas, design et méthode. Alors qu'est-ce qu'il avance comme argument? Il dit que la méthode des cas peut être utilisée afin d'expliquer, de décrire ou d'explorer des événements ou plusieurs phénomènes dans leur contexte réel en tant que tel. Donc l'approche différente de celle des designs expérimentaux contrôlés, où le chercheur teste des hypothèses, c'est ce que je disais par exemple à la méthode, à l'expérience d'Hawthorne, de laboratoire qui leur permettent de manipuler l'environnement délibérément. Donc à partir de là, on confirme ou on infirme une hypothèse dans une logique hypothético-déductive, comme c'est le cas de la méthode clinique. Or, dans la méthode des cas, c'est complètement différent, parce que vous n'avez pas de possibilité d'interférer sur les conditions réelles que vous observez. Vous ne faites qu'observer une réalité,
Et vous êtes soit dans une logique hypothético-déductive, c'est-à-dire que vous avez un modèle de référence que vous construit théoriquement, et vous allez voir dans quelle mesure la réalité que vous observez infirme ou confirme votre hypothèse de départ et votre modèle. Et donc, c'est soit dans une logique de confirmation, soit dans une logique de réfutation, vous construisez un dispositif théorique. Alors, le Yin développe trois grands usages de la méthode des cas, trois grandes tendances méthodologiques, trois grands axes méthodologiques. Premièrement, la motivation. Il dit que l'étude en question, doit comporter une question de recherche importante à la lueur de cas particulièrement intéressants et illustrés. Donc vous êtes là, il s'agit de poser une question importante dans votre domaine particulier, et vous êtes dans une logique, par rapport à cette question, vous êtes dans une logique déductive, essayant de vous devoir, par rapport à un cas particulier, un cas ou des cas que vous avez observés, confirmer ou infirmer votre hypothèse, votre question de départ. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique déductive. Vous êtes dans une autre, vous pouvez être dans une logique, une autre méthode, ce qu'on appelle d'inspiration. La méthode de cas va être la source d'inspiration qui va vous permettre de construire qui va faire émerger de nouvelles idées en situation d'observateur émergé ou non, qui vont vous permettre de construire, dans une logique inductive, de construire un dispositif théorique. Donc vous n'êtes plus dans une logique déductive comme c'était le cas, mais vous êtes dans une logique de situation où vous construisez vous mettez des hypothèses sans pour autant que ces hypothèses-là s'imposent à vous, et vous allez rechercher dans la réalité une question que vous allez construire dans une logique inductive. Troisième situation, une situation d'illustration. La situation d'illustration, c'est-à-dire ça consiste en fin de compte à illustrer par un cas ou des cas une théorie. Et vous allez apporter une valeur ajoutée et un nouveau éclairage par rapport à un dispositif théorique que vous avez construit. Donc là, vous êtes dans les deux situations. Vous êtes dans plutôt une logique abductive, puisque vous avez un dispositif théorique ou un schéma théorique que vous avez adopté. Vous allez essayer de voir dans quelle mesure la réalité correspond ou répond à ce modèle. Et là, cette même réalité va vous permettre d'enrichir et d'élargir votre modèle théorique. Et donc, ça devient, vous êtes là dans une logique à la fois inductive et adductive, qu'on appelle une logique abductive. Donc, la méthode des cas, si vous voulez, ne se fait pas ex nihilo. Elle se fait dans la continuité de la question que nous avons, dont j'ai énoncé la manière de faire dans la précédente vidéo. Et donc, c'est la question que vous construisez préalablement, que vous énoncez, pour faire votre mémoire de master ou la thèse qui se fait pour un thésard. C'est-à-dire qu'il faut d'abord construire la question qui est dans votre champ, qui répond à une interrogation particulière ou à une question centrale et des questions subsidiaires. Et à partir de là, vous partez dans vous inscrivez ou vous optez pour la méthode des cas, du cas ou des cas, pour effectivement mener votre recherche. Et donc se pose la question de la pertinence ou non du ou des cas par rapport aux dispositifs, aux enjeux théoriques et à l'état de la connaissance ou des connaissances dans le domaine du master en formation.
Alors, lorsque vous optez pour la méthode des cas ou la méthode 2 cas, une question centrale qui se pose à vous, c'est effectivement la possibilité même d'accès au cas. J'allais vous dire, j'ai fait un mémoire j'observe par exemple le comportement financier des entreprises, ou des agents ou des banques ou des institutions monétaires financières. À partir de cas particuliers, vous allez par exemple vous dire, je vais voir dans quelle mesure les banques primaires ont des logiques de finance internationale et quelle est cette logique, quelle est l'activité de finance internationale qu'elles ont. Vous ne pouvez faire cela que si vous avez accès au cas que vous avez projeté d'étudier. Donc l'accessibilité à l'entité et aux personnes ressources de ces entreprises ou de ces institutions est fondamentale. Si vous voulez faire une étude de cas sur Sonatrach et que, ma foi, vous n'avez aucun accès à Sonatrach, à ces informations, aux personnes qui veulent vous donner des informations, ou à des personnes que vous pouvez interroger à partir d'un questionnaire ou d'un entretien, avec un guide d'entretien, ça ne sert absolument à rien de faire un mémoire sur un cas où vous ne pouvez pas accéder. Donc l'accessibilité à l'institution, à l'organisation, à l'entreprise et aux personnes ressources dans ces entités est essentielle pour la continuité, pour la réalisation du travail et le mémoire et la finalité, enfin, la construction du mémoire de recherche qui vous est demandé. Ma foi, il existe différentes catégories de cas, dont le choix peut être guidé par la nature de la question de recherche, le périmètre de l'étude ici, le master. Vous êtes en master en FCI, vous allez prendre des entités qui répondent à la question, qui s'inscrivent dans le champ du master, c'est-à-dire dans la finance international ou du commerce international, ou bien finance et commerce international. Vous êtes dans un master de management, de marketing industriel, vous allez vous inscrire vous allez vous intéresser aux entreprises ou aux entités qui répondent à cette exigence, à ce champ, c'est-à-dire où vous allez trouver des préoccupations de marketing industriel, c'est-à-dire d'industrie, mais autour des préoccupations de marketing. On peut énoncer, ma foi, deux typologies de choix de sujet qu'on retrouve chez IN et chez un certain Steik. Alors chez Steik, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Art of Case Study of Research, Sage publication, donc London. Il distingue 3 postures de recherche. Une première posture qui s'appelle une posture intrinsèque est une approche qui vise une compréhension du phénomène incarné dans le cas, phénomène unique, sans chercher à généraliser ou les résultats. Même si cela présente une possibilité, c'est-à-dire que vous allez vous contenir à la singularité du cas étudié et donc d'en tirer les conclusions qui s'imposent, mais vous allez mettre l'accent sur le côté intrinsèque, c'est-à-dire le côté singulier du cas que vous avez ou des cas que vous avez choisi. La deuxième approche est une approche instrumentale. Et donc qui consiste à résoudre un problème ou contribuer à la théorie dans une logique inductive. Ici, le cas analysé ou les cas analysés avec rigueur sert à la poursuite d'un intérêt qui lui est externe, c'est-à-dire que le cas ou les cas vont ma foi, vous servir de base à une extrapolation théorique qui est externe à l'entreprise, au projet, parce que vous avez une hypothèse théorique au départ qui est importante et qui va s'appuyer sur le cas pour construire un dispositif théorique dans une logique
plutôt inductive. La troisième approche est une approche collective qui appelle l'étude collective dans le sens du nombre, donc qui appelle à l'étude de plusieurs cas simultanément et séquentiellement. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs cas en même temps, mais aussi de manière séquentielle, afin de trouver, ou de moins d'arriver à des résultats généralisables à une large population. Donc, en fin de compte, le cas vous sert d'échantillon, et là se pose le problème de la pertinence de l'échantillon, statistiquement, et qui vont vous permettre de généraliser vos résultats par rapport à une exigence théorique, alors une recherche théorique que vous menez, ou une recherche d'extrapolation théorique que vous essayez de mener. Le deuxième auteur, c'est Yin, dans son ouvrage Case Study Research Design and Methods. Il identifie également trois situations ou trois postures. La première situation est ce qu'il appelle une posture explicative ou exploratoire. Et alors l'étude de cas vise donc fondamentalement l'explication de liens causaux ou de liens de cause que vous présumez entre les éléments, entre plusieurs variables d'un phénomène complexe. La deuxième posture est une posture descriptive. Donc ici, comme l'intitulé de la posture le dit, vous allez observer un cas qui va vous servir, qui permet de décrire un phénomène dans son contexte. Donc là, c'est une logique d'illustration. Vous avez un présupposé théorique et vous allez illustrer à travers un cas que vous allez décrire. C'est un peu comme une monographie. Vous allez observer les cas et la situation et il va vous servir d'illustrer un dispositif théorique pour lequel vous avez opté préalablement. La troisième posture est une posture exploratoire qui explore. Donc, comme le nom l'indique, vous allez explorer un phénomène par la découverte de la réalité de cas ou d'un cas et la découverte de nouvelles causalités ou de nouveaux résultats qui vous permettent d'étendre votre propos ou de construire un dispositif théorique plus élargi et de tirer des conclusions plus élargies par rapport à un phénomène que vous observez. Voilà, donc concrètement, maintenant, incontestablement, si vous voulez, la méthode des cas est excessivement utilisée en gestion. En économie également, de très important. La majorité, et j'ai pris comme exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, un certain nombre de thèses, de mémoires de magistère qui ont été faits à la faculté et qui s'appuient sur des méthodes de cas. Par exemple, j'ai un premier mémoire de magistère qui a été fait il y a quelques années qui a porté sur dans l'intitulé suivant, l'impact des NTIC sur la formation d'entreprise, l'émergence du e-learning, e-learning, exactement en anglais, par le cas du projet e-learning à la Sonatrach activité aval. Vous voyez que la personne s'intéresse au modèle du e-learning, partant de l'hypothèse que ce e-learning a un impact sur la formation d'entreprise et sa qualité, et il essaye de vérifier dans une logique déductive la réalité du projet de e-learning à Sonatrach, activité aval. Le deuxième sujet de magistère qui avait été fait à la même période à peu près, par des collègues qui sont maintenant enseignants,
il s'agit d'un magistère qui est porté sur le coût de l'étudiant et efficacité de l'enseignement supérieur en Algérie, avec l'étude de cas de l'université d'Oran. Donc là, ici, la logique est plutôt, elle est les deux, elle est plutôt inductive et déductive, dans la mesure où le chercheur ou l'étudiant en magistère à l'époque se posait la question du coût de l'étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'université, et considérant que ce coût conditionne l'efficacité ou l'efficience de l'enseignement supérieur en Algérie. Mais il s'appuie sur l'étude de l'université d'Oran, se pose le problème, quelle c'est l'université dans toutes ces disciplines, comment concilier les différentes disciplines, leur coût. Est-ce que le coût est un critère d'efficacité ou pas? Donc elle part de l'hypothèse que la contrainte budgétaire est une contrainte importante dans l'efficacité de l'enseignement supérieur et de l'université. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a une corrélation entre le volume budgétaire et le volume de la dépense et l'efficacité de l'université, parce qu'on donne plus de moyens à l'étudiant, et partant de ce principe, si on donne plus de moyens, ça veut dire que pour l'enseignement, ça veut dire qu'on assure une meilleure condition d'efficacité de l'enseignement supérieur. Donc une logique budgétaire certaine, qui peut être infirmée ou confirmée, et donc dans une logique de confirmation, de généralisation, de réfutation. Et donc dans ce cadre-là, elle est à la fois inductive et déductive, à la limite, pourquoi pas déductive. Le troisième exemple que j'ai pris, c'est celui du rôle de l'audit financier dans l'analyse des performances de l'entreprise, le cas de l'entreprise ERCO. Là, on est dans un autre domaine complètement différent, c'est celui de la finance et de la comptabilité. Et vous voyez que c'est aussi une étude de cas qui se pose la question de la performance de l'entreprise en observant la réalité de l'entreprise ERCO pour infirmer ou confirmer, ou du moins pour évaluer la performance de ces entreprises et pour arriver à dire que comment l'audit social peut être un critère d'évaluation, un révélateur d'efficacité ou donc de la performance de l'entreprise. Partant du fait, effectivement, là on s'inscrit dans une logique financière pure et dure, en partant du principe que, ma foi, comme disait Milton Friedman, l'entreprise ou l'entrepreneur, la responsabilité de l'entreprise, c'est faire du bénéfice ou du profit. Et donc le profit ici, l'audit financier et les résultats financiers sont des critères effectivement essentiels et exclusifs pour évaluer l'efficacité ou la performance de l'entreprise. Il s'agit là d'une logique déductive, partant du postulat que les indicateurs financiers sont des indicateurs de performance de l'entreprise. J'ai deux sujets de thèse également dans ce cas-là. La première thèse qui avait été faite, qui portait sur la gouvernance de l'entreprise, qui a été soutenue à l'université de Béjaïa, qui porte sur la gouvernance de l'entreprise et qui est intitulée La problématique de la gouvernance des entreprises algériennes. Approche comparative entreprise publique, entreprise privée. Cas des entreprises de la wilaya de Béjaïa. Vous voyez que ici le sujet est un sujet où on se propose de poser la question de la gouvernance des entreprises, mais dans une logique comparative. On compare les entreprises publiques et les entreprises privées, avec une question implicite qui n'est pas énoncée clairement, que le statut des entreprises, a priori, a des incidences sur leur gouvernance et donc leur efficacité. Et on prend comme exemple un échantillon d'entreprises, donc des cas dans l'espace régional de la wilaya de Béjaïa, et donc des entreprises dans ce sens. La deuxième thèse, qui n'est pas encore soutenue d'ailleurs, qui s'intitule Gouvernance d'entreprise et qualité de l'information financière,
une approche par les parties prenantes. Donc il y a déjà une option pour une posture épistémologique, puisqu'elle opte pour l'approche par les parties prenantes. Le droit, le cas des entreprises privées de droit algérien. Donc le cas des entreprises de droit algérien. Et donc voilà, c'est aussi des études de cas, et puisqu'elles s'appuient sur les entreprises privées de droit algérien. En réalité, le droit algérien maintenant ne fait plus la distinction entre l'entreprise publique et l'entreprise privée, puisqu'elle relève du droit commercial privé, toutes les deux, qu'elles soient entreprises publiques ou entreprises privées, à la seule différence que l'une est propriétaire de l'État et que l'autre est propriétaire de partenaires privés, et que mais néanmoins elles obéissent aux mêmes règles juridiques et donc aux mêmes exigences de performance. Ceci dit, c'est ce que soutient le droit commercial. La réalité est certainement différente. Voilà, donc je m'arrête ici. J'ai assez de temps, sinon la vidéo ne va pas passer, et je vous remercie.